Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire pour commencer ce live de ce soir. Donc, je pense qu'on est suffisamment déjà nombreux. Je vais aller... Est-ce que j'ai oublié un sujet d'introduction technique? Parce que je suis maintenant très, très, très absorbé par des dossiers. Je vais demander à mes techniciens si j'ai oublié un sujet. Comme je vous l'ai dit, des lives, ça se prépare avec toute une équipe. C'est la rédaction qui le fait. Voilà. Les militaires. D'abord, les militaires togolais. Les militaires togolais, ils sont toujours consignés et ils sont de plus en plus tendus. Ils ont été consignés 3 jours avant la date de la manifestation du 8 décembre et jusqu'à présent, ils sont toujours consignés. Donc, ce sont des gens qui sont dans les casernes, ils ne peuvent pas sortir aller voir les femmes, leurs enfants. Et aujourd'hui, ils sont bloqués, ils sont consignés dans les casernes. Et beaucoup commencent par s'énerver parce que voilà les effets des appels à manifestation, parce que ça met le régime ou la dictature sous pression et ils sont obligés aussi d'exposer les militaires qui, à un moment donné, deviennent de plus en plus nerveux parce que les militaires n'aiment pas être consignés longtemps dans les casernes pendant que leurs femmes et leurs enfants sont dehors. Donc, à l'heure actuelle, ils sont très, très, très nerveux parce qu'ils n'ont pas été encore... la consignation n'est pas encore levée, donc ils sont encore dans les casernes, bien que, bon, la date du 8 décembre est passée. Et au-delà de ces militaires, il y a aussi cette histoire de la Côte d'Ivoire qui a été balancée par qui vous savez sur les réseaux sociaux. Je ne ferai pas plaisir d'appeler le nom de celui qui a balancé cette information. Il faut savoir que cette histoire ne peut même pas avoir un début de vérité. S'il y a une histoire pareille, c'est de la manipulation. Ou soit, ils sont allés chercher quelques individus au bras cassés. Généralement, au nord de la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a quelques dosos là-bas qui ont faim. Des gens qui ont les amulettes et les gris-gris. Peut-être qu'ils sont allés chercher des gens comme ça pour faire une opération de manipulation. Puisque s'il y a une information de telle envergure, c'est aux autorités togolaises de les communiquer premièrement. On a un procureur. On a un ministre de la Justice, on a un ministre de la Sécurité, on a un ministre de la Défense. Ce n'est pas une information, parce que c'est une information très sensible. Ce n'est pas n'importe qui sort et qui balance cette information et qui cherche à opposer deux peuples. Quand on est panafricain, on ne divise pas les peuples. Le panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples. Donc ces gens, ils veulent nous pousser à nous haïr les uns les autres. Il faut faire attention. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, que ces gens-là, ils ont un agenda en Afrique de l'Ouest. Et donc, si d'aventure, on vous sort quelques individus un matin, cherchez à savoir vraiment s'ils sont des soldats. Parce que, vous savez quoi? Aucun pays, vous savez, vous savez combien de temps ça prend pour former un officier? La formation des officiers, ça coûte excessivement cher. C'est pour ça que, même pour envoyer nos officiers en formation à l'extérieur, on ne les envoie pas en nombre. À Saint-Cyr, parfois, vous avez 5 ou 4. Dans les autres pays, vous avez 2, 3. Aux États-Unis, 5 ou 6. Parce que la formation des officiers revient excessivement cher au pays. Donc, aucun pays au monde, même s'ils sont bêtes, ne peut envoyer 12 officiers. Celui qui a donné l'information n'a pas dit un officier à la tête d'un commando. Il a dit 12 officiers. 12 officiers, encore des forces spéciales. Les forces spéciales, comme on les entend, c'est des forces particulières. C'est des gens qui sont exclusivement formés pour des missions spéciales. Et donc, leur formation aussi revient excessivement chère. Donc, aucun pays sérieux ne peut envoyer 12 officiers dans une activité de subversion où ils vont trouver la mort, alors que le pays lui-même a déjà des problèmes de sécurité. Ne serait-ce qu'à partir du nombre d'officiers qui a été donné, l'information ne peut pas être vraie. Si on nous avait dit un officier avec quelques bambana, on va dire oui, d'accord. 12 officiers. Vous savez, 12 officiers. Quand on prend 12 officiers des forces spéciales ivoiriennes, il y en a encore combien dans le pays? Il restera combien? Donc, ne vous laissez pas tomber dans ces genres de manipulation dont l'objectif, comme je vous l'ai dit la dernière fois, est d'allumer des pare-feux pour noyer une affaire dans une autre affaire. C'est ça la réalité. Donc, s'il y a quelque chose comme ça, que les autorités togolaises se prononcent. Il ne revient pas à un individu de venir nous servir ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Dans cette histoire, je n'y crois pas trop. J'ai même sondé mes sources un peu partout, à Lomé, y compris même dans les casernes. Il n'y a rien appris de ce genre. Peut-être qu'on veut présenter quelques petits zozos. Donc, vous savez, comme je le dis, au nord de la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des zozos qui sont là-bas, des gens qui portent les amulettes. Là. Peut-être qu'ils sont allés chercher quelques individus comme ça. Ils leur ont fourni peut-être des faux treillis avec des amulettes. Et demain, on va les présenter. On va dire, ah oui, c'est des officiers ivoiriens. Il n'en est pour absolument rien. Donc, voilà. Les Ivoiriens, on est ensemble. Donc, le Togo et la Côte d'Ivoire sont les mêmes pays. Personne ne viendra semer la zizanie entre nous par des histoires sans tête ni queue. Voilà. Voilà, je pense que pour les sujets d'introduction, j'ai carrément fini. Maintenant, on va parler du port autonome de Lomé. C'est l'objet même de ce live. Parce que ce live, c'est pour déconstruire des tas de mensonges concernant l'opinion par rapport au pays de l'Interland, que voilà, s'ils sont avec le pouvoir togolais, c'est parce qu'ils ne savent pas où aller, c'est le pouvoir togolais seul qui leur offre l'accès au port. Tout ça, c'est des histoires, et on va les voir tout à l'heure. Mais avant de voir ça tout à l'heure, on va faire l'historique du port de Lomé. Alors, le port de Lomé, dont la première pierre a été posée dans les années 62, a été une pomme de discorde entre Sylvanus Olympio, de regrettée mémoire, et la métropole française. Vous savez que lorsque nous accédions à l'indépendance, il y avait un certain nombre de sujets qui étaient conflictuels entre le président Sylvanus Olympio et la France, notamment la question de la monnaie, la question d'une armée, de la construction d'une armée, et puis la question de la construction d'un certain nombre d'infrastructures, notamment le port autonome de Lomé. Sylvanus
Sylvain Solimpio, qui est un économiste rompu à la tâche, qui a travaillé dans des grands groupes, il a observé aussi que dans les pays voisins, comme le Bénin, les Français avaient construit un WAF qui ne tenait pas, qui n'était pas solide. Donc, la France ne voulait pas lui donner les moyens de construire le port de Lomé. La France voulait que le Togo dépende de Dahomey pour ses marchandises. Alors qu'avec les Allemands, le Togo avait déjà deux WAF. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi la France voulait que le Togo reçoive ses marchandises à partir de Cotonou. Donc, comme les Français ne voulaient pas l'accompagner, il a dit, bon, il faut comment dire ça? Oui, quelqu'un me dit, me dit, cette histoire d'officier ivoirien, c'est vrai. Moi, je ne crois pas qu'il y a 12 officiers au Togo. Peut-être qu'ils ont cherché des dozos quelque part. 12 officiers, c'est pas. Quand on dit 12 officiers, la Côte d'Ivoire est si bête pour envoyer 12 officiers de son armée dans une opération de subversion au Togo. 12 officiers. Si on nous dit 2 officiers, un officier à la tête de commando, on peut comprendre. Si demain on nous sort des gens, peut-être que c'est des dozos du nord de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai dit. Donc, comment appelle-t-on où est-ce que j'en étais? Et donc, Sylvanus décide d'aller voir les Allemands pour solliciter les Allemands pour la construction du port autonome de Lomé. Et c'est comme ça que les Allemands ont accepté d'accompagner le Togo pour la construction de ce port-là. Je le dis pour commencer ce live parce que nous allons décortiquer pourquoi le port de Lomé aujourd'hui est au centre de certains nombres d'enjeux et que cela ne profite pas à notre pays. Et rappeler que des gens comme Sylvanus Olympio, ils ont payé de leur vie pour nous laisser ces infrastructures. Mais ces infrastructures, aujourd'hui, sont bradées par les Gnassingbé à des prédateurs internationaux. C'est là où je vais amener le débat. Donc, je fais l'historique de la création du port. Et donc, Sylvanus va voir les Allemands, et les Allemands acceptent de l'accompagner pour la construction de ce port-là. Les études ont été faites, et une fois que les études ont été faites, on est passé à la phase de la matérialisation. Et donc, en 1962, les images, Sylvanus plus les Allemands posent la première pierre de la construction du port autonome de Lomé. Donc, vous voyez les images, c'était le 23 novembre 1962. Pose la première pierre du port de Lomé par le président Sylvanus Olympio et avec les autorités allemandes et ceux qui se sont rendus à l'époque au Togo pour la mise en place, la construction de cette infrastructure stratégique. Parce que ce sont les Allemands, en faisant les études, qui ont pointé cet endroit exact que là-bas, la mer est en eau profonde. Donc, il faut faire le port là-bas. Donc, donc, ces images-là que vous voyez, ces images d'archives, c'est la pose de la première pierre pour la construction du port de Lomé. Donc, vous voyez Sylvanus Olympio, vous voyez le ministre, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, vous voyez l'officiel allemand qui est à sa droite, et donc, qui ont posé, comment appelle-t-on, la pose de la première pierre. Malheureusement, comme vous savez, Sylvanus n'a pas vu la fin des travaux de ce port-là. Donc, il a été assassiné un an plus tard. Mais à la base, l'espace qui était réservé au port autonome de Lomé prenait en compte tous les quartiers que vous voyez aujourd'hui, comme les Adapam et tout ça, Kanyikopé, toute cette zone-là, Kagome, tout ça. Tous ces quartiers étaient incorporés dans l'espace portuaire. Et selon un aîné que j'avais vu à Lomé, dont un de ses parents avait travaillé sur ce chantier, il me disait que il avait même été prévu de faire un canal entre la mer et la lagune, notamment dans la zone de TP3 là-bas, comme ça a été fait le canal de Vridi, pour que les bateaux, une fois arrivés, s'enfoncent dans le territoire pour décharger les marchandises. Et donc, voilà, il était avec le ministre K. von Hasel, voilà, le représentant de la République fédérale d'Allemagne. Donc, le 23 novembre 1962, pose de la première pierre du port autonome du port de Lomé par le président Sylvanus Olympio et K. von Hasel, représentant de la République fédérale d'Allemagne. Donc, vous voyez à l'époque à quoi ressemblait la zone. Ça, c'est la zone qui abrite aujourd'hui le port. Vous voyez les cocotiers, toute cette zone-là. Et donc, après, Sylvanus a perdu la vie quelques mois après. Et il nous a légué ce joyau-là. Et ce joyau qui est aujourd'hui au centre de toutes les convoitises. Et donc, quand Sylvanus est assassiné, on construit le port a été inauguré, et puis les Allemands sont restés dans la gestion du port pendant longtemps. Et à partir des années 2000, quand les Allemands sont partis après la rupture de la coopération, les Français sont rentrés en jeu. Les Français qui avaient refusé à l'époque de financer le port, leurs sociétés ont manifesté aujourd'hui leur appétit pour le port. Alors, et donc le Togo, les Gnassingbé ont concédé une convention de cession, on fait une convention de cession avec le groupe Bolloré en 2021. En 2001, on va voir la fiche technique de cette convention-là. Je vous la lis tout de suite. Ça, c'est l'avenant. On va voir la fiche technique, la note technique. Voilà. Voilà, ces documents sont des documents exclusifs que je partage avec vous. Ça, c'est les documents de notre rédaction sur les dossiers Bolloré. Donc, vous avez une chronologie synthétique des conventions. Donc, la date de signature de la première convention, c'est le 29 août 2001 que les Gnassingbé ont cédé le port au groupe Bolloré avec ses co-actionnaires, les Dupuis-Daubié et tout ça. Le 10 septembre 2029, il y a eu un premier avenant. Et le 24 mai 2010, il y a eu un second avenant qui prolonge le bail, qui prolonge la cession de 35 ans. C'est-à-dire,
lors de la signature du deuxième avenant le 24 mai 2010, le Togo a consenti à céder le port au groupe Bolloré pour 35 ans. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, il n'y a rien eu. Voilà la fiche synthétique, la fiche synthétique que vous voyez là. Et les travaux datent d'entrée en vigueur, donc à la date de la signature de l'avenant, 24 mai 2010, et les travaux du concessionnaire, le projet se déroule en 2 phases. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il y a eu le premier contrat, donc en 29 août 2001. Après, il y a eu brouille entre Bolloré et son associé Tupidobi. Vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, nous, en tant que journalistes, on a connu cette brouille-là. Après, il y a eu un premier avenant 10 septembre 2009 et le 24 mai 2010, il y a eu un deuxième avenant. C'est d'ailleurs cet avenant du 24 mai 2010 qui est aujourd'hui au centre des poursuites contre Bolloré en France pour corruption, comme en Guinée. Alors, voilà le deuxième avenant. Voilà le deuxième avenant. Vous voyez le deuxième avenant. Tout ça, je vais vous amener à un débat que vous allez voir tout à l'heure. Le deuxième avenant qui a été signé. Voilà, construction du troisième quai, extension et modernisation du terminal à conteneurs au port autonome de Lomé. Deuxième avenant. Donc, cet avenant est du 24 mai 2010. Et on va le défiler. Vous allez voir ceux qui ont signé. Et je vais vous lire quelques termes de cet avenant-là. C'est du 24 mai 2010. La technique peut faire ça et je mets un peu pour que les gens voient. Cet avenant. Voilà. Ce sont des documents issus de nos propres investigations qui sont exclusifs à notre rédaction. Voilà. Ça, ce sont nos travaux. Voilà, ces documents. Vous ne les verrez pas chez, je ne sais pas qui, peut-être dans les circuits de la justice en France, mais bon. Mais c'est des documents exclusifs que nous possédons. C'est pour ça que quand des gens racontent des histoires, je leur dis, il n'y en a pas, je ne veux pas être trop narcissique, mais quand on dit qu'on veut lutter contre la France-Afrique, c'est des documents, c'est des enquêtes, c'est des trucs. Et nous l'avons toujours fait depuis des années. On est parmi les rares d'ailleurs à le faire et à montrer des documents, des trucs, des éléments probants, factuels. Ce n'est pas le bavardage et des conneries qu'on raconte du jour au lendemain sur la toile. Donc voilà ce contrat-là, cet avenant, qui prolongeait le bail de Bolloré pour 35 ans. 35 ans, avec des facilités pas possibles, que je vais vous montrer tout à l'heure, des facilités pas possibles. Donc, ce document concédé au port autonome de Lomé, le groupe Bolloré pour 35 ans. 35 ans à partir de 2010, ça fait quoi 35 ans à partir de 2010, ça fait... de 2010, ça fait quoi 2045, voilà, merci, 2045. Donc, Faure Gnassingbé, en 2010, a prolonger le bail de Bolloré à partir d'un deuxième avenant jusqu'en 2045 pour la construction du troisième quai. Vous allez voir ceux qui ont signé le document. Si la technique peut permettre de voir ceux qui ont signé le document, ce sont des gens qui sont très liés à Faure et ce sont des filous de la République. Ce sont les voyous de la République qui ont signé ces documents-là, qui sont des plus grands corrompus et qui sont toujours avec Faure Gnassingbé parce que c'est un secret d'État qu'ils ont gardé. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas été interrogés, la population n'a pas été interrogée, personne n'a été interrogé. Ils ont pris le port et puis ils ont redonné le port au groupe Bolloré pour 35 ans. Vous imaginez, 35 ans, c'est pas combien de temps ça fait dans la vie de quelqu'un. Donc, et si la technique peut montrer la page où les signatures ont été apposées, vous allez voir ceux qui ont signé le document. Voilà, il faut bien zoomer. Vous voyez ceux qui ont signé le document. Vous avez le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Adi Otetayassor. Vous avez le directeur général de SEE2M Togo, M. Pascal Kouti. Vous avez le ministre des Travaux publics, des Transports, et tout ça, M. Damipi Nupoku, l'un des plus grands voleurs de la République, il est toujours protégé par Faure, et il est avec Faure, il est maintenant, il est le président du conseil d'administration, je pense, de la SALT, je ne sais pas quoi, il est aussi à la CEB et tout ça. Donc voilà les gens qui ont magouillé derrière le peuple. C'est le même Damipi que vous retrouvez aussi dans le contour global, derrière Faure Gnassingbé toujours. Et donc, ces gens-là, c'est eux qui ont bradé nos richesses aux étrangers. Et donc, vous voyez donc Damipi, et vous voyez le contre-amiral sans frégate ni destroyer, Kodjo Fougan Adénion. Il est amiral, mais il n'y a pas de flotte maritime. Donc, voilà ceux qui ont signé le document. Et puis, ça a été enregistré aux impôts et ça a été reçu par le receveur de l'enregistrement, M. Katerewena Tossima. Et c'était le 14 décembre 2010. Voilà, c'est des documents, comme je vous l'ai dit, exclusifs à la rédaction de l'Alternative sur les contrats avec Bolloré. Et ces choses-là, on a eu à travailler là-dessus plusieurs fois. Et voilà. Et donc, une fois que ces documents, cet avenant a été signé, le groupe Bolloré a fait une fiche synthétique que je vais partager avec vous. Vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Une fiche synthétique. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Le Togo leur a accordé des avantages pas possibles. Je cherche la fiche. J'ai tellement de fiches ici. Voilà. Direction financière. Voilà. Direction financière. Voilà. Donc, durée de la concession, 35 ans. À partir de, voilà, 35 ans à partir de mai 2010. Donc, la technique passe les images en même temps que vous suivez. Durée de la concession, 35 ans. Donc, c'est le document, l'avenant numéro 2 que je viens de vous montrer.
Et les engagements financiers. Donc, les engagements financiers, ticket d'entrée. Aucun ticket d'entrée n'est prévu dans la convention. Redevance fixe. Pas de redevance fixe. Redevance variable. Ici, c'est intéressant. Écoutez ici. Sur les conteneurs pleins et vides, import, export, transit, 16 000 francs CFA, à savoir 24,4 € par conteneur. C'est ce que le groupe Bolloré reverse à l'État togolais. Donc, chaque conteneur qui passe, import, export, transit, le groupe Bolloré verse à l'État togolais 24,4 €, c'est-à-dire 16 000 francs par conteneur. Deuxième point, conteneur plein et vide, transbordement, compte qu'une fois, T1-T2, 5 000 francs CFA, 7,6 € par conteneur. Donc, les conteneurs en transbordement, Bolloré reverse 5 000 francs par conteneur à l'État togolais. La redevance de concession sera versée au port autonome de Lomé mensuellement le 15 du mois. Redevance de passage en magasin et redevance de passage sur terre pleine. Pour le passage des marchandises en magasin, il est perçu par tonne, 2 800 francs CFA. Pour le passage des marchandises sur les terres pleines, il est perçu par tonne, 1 400 francs. NB, redevance minimale à percevoir par rubrique 1 000 francs CFA. Bon, il y a tout un tas de choses ici que je ne vais pas lire aujourd'hui pour vous embrouiller. Mais voilà un certain nombre de dispositions. Il y a des facilités qui ont été accordées au groupe Bolloré pendant les 35 ans, des facilités qui frisent, qui sont choquantes dans ce contrat-là. Garantie bancaire, voilà. Le concessionnaire fournira au concédant, donc le groupe Bolloré fournira au gouvernement togolais, dans les 30 jours suivant la signature de l'avenant numéro 2, une garantie bancaire de 500 millions de francs CFA afin de couvrir tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles. La garantie devra être émise au Togo par une banque reconnue de premier rang par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La garantie aura une durée de validité d'une année civile et devra être renouvelée pour l'année civile suivant au moins 30 jours avant la date d'expiration de la précédente. Autre chose, convertibilité et transfert de devises. Il faut pendant toute la durée de la convention de moment d'emprunter des fonds en dehors du territoire du concédant, donc du Togo, de la libre et immédiate convertibilité du franc CFA en euros ou en devises étrangères, conformément aux procédures de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de transférer, écoutez très bien, de transférer hors du territoire du concédant, donc du Togo, au titre des contrats de construction, d'assistance technique, de contrats passés avec des sous-traitants, des sommes dues aux prêteurs et investisseurs, des sommes versées à ses actionnaires sous forme de dividendes, de commissions de gestion et de remboursement de créances. C'est ici qu'on organise l'évasion fiscale. Je vous relis cette disposition. C'est par là qu'on organise les flux financiers plutôt. Le concessionnaire a le droit de transférer de l'argent hors du territoire du concédant au titre des contrats de construction, d'assistance technique, de contrats passés avec des sous-traitants, des sommes dues aux prêteurs, investisseurs, des sommes versées à ses actionnaires sous forme de dividendes, de commissions de gestion, de remboursement des créances. Qui contrôle ça? Qui contrôle ça? Quand les gens veulent sortir de l'argent par rapport à cette disposition, qui contrôle ça? D'ouvrir en dehors du territoire du concédant, écoutez bien, d'ouvrir en dehors du territoire du concédant, donc en dehors du territoire togolais, des comptes bancaires en devises étrangères. Voilà les incongruités de ce contrat qui a été signé cet avenant avec Bolloré pour 35 ans. Bon, alors, Bolloré fait l'état financier et il dit, voilà, et je voudrais que la technique, un instant, nous montre la fiche où il est mis volume réalisé depuis 2010. Il y a cette fiche technique. Donc, je vous ai dit tantôt, non, ce n'est pas cette fiche. Il y a une fiche technique où il y a écrit volume réalisé depuis 2010. Je vous ai dit tantôt que dans le contrat, il est dit que Bolloré reverse à l'État togolais, au port autonome de Lomé, 16 000 francs CFA par conteneur plein ou vide, plein et vide, import, export en transit. Et 5 000 francs par conteneur de transportement. Donc, quand vous voyez ce document, non, il y a un autre document, ce n'est pas la fiche synthétique. Voilà, en dehors de cette fiche synthétique, il y a un document qu'on appelle volume. Volume. Il y a un document qui est mis volume. Voilà. Oui, il y a un autre document à l'intérieur qui est écrit volume. Volume réalisé. Voilà ce document. Merci la technique. Alors, quand vous voyez ce document que je vous montre là, et quand vous voyez ce document que je vous montre, vous voyez que en 2009, les volumes traités à Togo Terminal représentent 229 1432 TUS chiffre opération. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais analyser à tête reposée plus tard. La progression des volumes réalisés est d'environ 17% par an entre 2010 et 2015. En fait, ils ont mis les chiffres dans le tableau pour nous montrer la progression, le volume des marchandises, comment il y a cette progression-là. Les événements importants qui ont impacté le volume réalisé sur cette période sont l'obtention de l'exclusivité totale de la manutention des conteneurs en septembre 2012, l'augmentation des volumes de transbordement enregistrés entre 2014 et 2015, développement des volumes de transbordement dès 2013 et récupération en 2015 d'une partie importante des volumes en provenance du Cameroun. Le départ de MSC en 2015. Redevances et impôts. Intéressant, regardez un peu ici. Depuis l'attribution de la concession du terminal, de Togo Terminal, le groupe Bolloré s'est acquitté d'un montant total et de redevances s'élevant à 28
à 28,9 millions d'euros au bénéfice de l'autorité portuaire de l'État togolais. Donc, Bolloré déclare avoir reversé à l'État togolais, via le port autonome de Lomé, 28,9 millions d'euros. Ça, c'était un rapport de 2010 ou 2012, donc c'est en 2010. Donc, Bolloré dit avoir versé, vous voyez ça, 28,9 millions d'euros, disons 30 millions d'euros, non, 29 millions d'euros pratiquement, au port autonome de Lomé et à l'État togolais. Et cet argent, personne n'a vu les traces. Personne n'a vu les traces de cet argent dans la loi de finances. Bon, donc, Bolloré a géré le port comme il voulait, jusqu'à ce que les scandales le rattrapent. Maintenant, les scandales le rattrapent pendant que Bolloré était au port, et Ford et quelques amis font construire un second port, une seconde plateforme. Vous connaissez là où on enlevait le sable avant, en face de foyer des marins. Donc, un matin, on évacue tous ceux qui sont là-bas, qui menaient des activités de chargement de sable, et on prend l'espace, c'est l'espace de la zone portuaire, et on construit une nouvelle plateforme avec l'appui de la SFI. Je pense que la SFI, c'est une filiale de la Banque mondiale et d'autres organisations, et on demande au port autonome de Lomé de faire des prêts pour construire la LCT, Lomé Conteneur Terminal, avec d'autres fonds extérieurs. Donc, on prend de l'argent dans les caisses du port autonome de Lomé, dans le port autonome, c'est-à-dire la partie qui fonctionnait avant a été obligée d'aller faire des prêts, plus l'argent que les privés ont mis dedans pour construire la LCT. Donc, la LCT a été construite, donc c'est une plateforme de transbordement, et elle a été construite, et rapidement, il y a eu un peu de tout, il y a des partenaires plus ou moins propres qui sont dedans, et quand Ford avait cédé la manutention au groupe Bolloré pour 35 ans, et c'est ça qui a fait que les autres ont fermé les yeux sur son élection de 2010, qui est aujourd'hui au cœur du scandale, il fait construire cette plateforme de transbordement. Et à la base, il y avait des fonds suisses, des fonds un peu bizarres, tout ça dedans. Et aujourd'hui, cette plateforme de transbordement a été cédée en majorité aux Chinois. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez comment les puissances interviennent au port autonome de Lomé. Ce que je dis, c'est pour vous montrer comment les puissances interviennent au port autonome de Lomé. Comment Ford, il donne des pans entiers du port autonome de Lomé aux puissances pour s'assurer un pouvoir à vie. Donc, il donne une première partie à Bolloré, donc la manutention, avec le troisième quai. Et ensuite, maintenant, on construit la plateforme. Au départ, c'était quelques actionnaires. On ne sait jamais ce que le pourcentage que le Togo a dedans. Et puis, un matin, les Chinois envahissent cette plateforme-là. Vous allez voir dans les documents qu'on va projeter qu'aujourd'hui, cette plateforme appartient majoritairement à la Chine. Il faut technique. Vous voyez ce document qu'on est en train de projeter. Vous allez voir là où il y a le point. Là où on a mis le point, on a mis comme l'encre là. Vous allez voir, République of Togo, vous allez voir qu'il a écrit là-bas que la LCT est pratiquement une filiale d'un groupe chinois. Voilà. Donc, vous allez voir quelque part là-bas, LCT, ça c'est un document de la Chine que nous avons retrouvé dans les bases de données chinoises. Et donc, là, on voit que la LCT est détenue aujourd'hui majoritairement par la Chine, qui a même le pouvoir de nommer les administrateurs. Et donc, vous allez voir que un autre document, toujours lié à la Chine, à part ce tableau, vous allez voir un autre document. Voilà. Voilà. Vous voyez, LCT, Togolese République, Togolese République, et tout. Vous allez voir, ça, c'est la Chine. Donc, voilà, c'est pour les Chinois. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme de transbordement qui fait un volume énorme de transbordement de conteneurs est majoritairement tenue par la Chine. Donc, on prend le port, voilà. Et donc, le groupe chinois s'appelle China Merchant Port Holding Company. Voilà, c'est ça, c'est le groupe chinois qui, c'est dans leur base de données qu'on a trouvé le nom du Togo. Donc, c'est le groupe chinois qui, aujourd'hui, a majoritairement les actions à LCT. Et donc, il y a une partie du port qu'on donne à Bolloré, donc à la France. Il y a une partie qu'on donne à la Chine. Entre-temps, les Israéliens ont les phosphates, les Allemands ont le clinker avec les mines de Tabligo et d'Awengelo et de Bassar. Donc, on a essayé de donner tout à tout le monde pour être bien partout. Les Américains ont contrôle global. Donc, entre-temps, Bolloré a des ennuis et l'État français fait pression sur Bolloré, voilà, qu'il faut que Bolloré cède ses actifs et tout ça. Et MSC qui avait déjà quitté le Togo en 2015, puisqu'ils l'ont dit dans leur rapport ici, donc le départ de MSC, donc en 2015, donc MSC qui s'était retranché en 2015, mais qui avait quelques actions à LCT, mais elle n'était pas majoritaire. MSC revient dans le jeu dès que Bolloré dit je vais vendre tous mes actifs dans les ports africains pour éviter tous les ennuis que j'ai, les dossiers, les journalistes et tout, Mediapart, les journalistes africains, tous ceux qui sont derrière moi, je vais me barrer, j'ai suffisamment fait d'argent, je vais me barrer. Donc quand Bolloré décide de vendre ses actifs dans les ports africains, il y a MSC qui se met sur orbite. MSC, c'est un groupe italien avec des ramifications en France. Donc, les discussions ont eu lieu et jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé n'a jamais rendu compte à l'Assemblée nationale ni au Togolais comment est-ce que les discussions se sont déroulées pour que Bolloré cède ses actifs et que ce soit MSC qui les acquiert, Méditerranéen
je sais pas, Shipping Company. Voilà, c'est ça MSC. Donc, MSC retrouve ces actifs-là. Or, nous savons que MSC a des ramifications jusqu'à l'Élysée. Il y a des gens à l'Élysée dont les proches parents sont dans MSC. Ça, c'est un dossier sur lequel on reviendra plus tard. Donc, MSC, ce groupe italien avec des ramifications en France, met la main sur les actifs de Bolloré. C'est une session qui a été faite. Et donc aujourd'hui, MSC a récupéré une grande partie des actions de Bolloré. Même Bolloré est toujours là. Mais quand vous voyez comment ils ont monté le dossier, c'est encore un foutu où il y a encore des intérêts cachés des uns des autres dans cette histoire de MSC. Mais on reviendra là-dessus. Donc, c'est Italo-Suisse, le groupe MSC, avec des ramifications en France. Je tiens à le dire, avec des ramifications en France. C'est un groupe Italo-Suisse, mais avec des ramifications en France. Et donc, voilà. Et donc, on a fait un semblant de jeu, et puis on a recédé le port. Et tout porte à croire que MSC est là, mais il y a d'autres personnes derrière et qui sont cachées et ils font leur business. Il semble que l'État togolais, dans cette transaction, a porté son pourcentage à 30%. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, puisque aucune communication n'a jamais été faite. Et donc, malgré ce développement exponentiel du port autonome de Lomé, malgré tous ces actifs-là, la plateforme de transbordement, le port autonome de Lomé n'a jamais versé de dividendes substantiels au Trésor. Et dans un rapport de la CNUSED est une organisation des Nations Unies que nous avons eu à commenter dans certains de nos lives avec Milawa Editri. En 2014, la CNUSED rapporte dans son étude que le port autonome de Lomé réalise 350 milliards de revenus directs et indirects par an pour un trafic de 8 millions de tonnes de marchandises. Je répète. En 2014, la CNUSED rapporte dans son étude que le port autonome de Lomé réalise 350 milliards de revenus directs et indirects par an pour un trafic de 8 millions de tonnes. Il s'agit donc de 350 milliards, je parle de milliards, dont l'État togolais n'a rien touché en 2008-2009, ni en 2010. Selon le rapport de la Cour des comptes en 2015, tout à l'heure je vous ai dit que Bolloré a dit entre 2014 et 2015, je pense bien, ils ont versé, je pense, presque 29 millions d'euros au titre de bénéfices à l'autorité portuaire et à l'État togolais. Mais la Cour des comptes dit que en 2015, en termes de dividendes, le Togo devait toucher 1,1 milliard de francs CFA cumulés sur 3 ans. Mais en 2024, la même CNUSED nous révèle que le port autonome de Lomé a augmenté le volume de ces marchandises, passant de 8 millions de tonnes à 30 millions de tonnes en 2023. Soit une augmentation de plus de 235% entre 2014 et 2023. On en déduit donc par simple règle de 3 que le revenu du port en 2023 est de 1,315 milliards de francs CFA. 1,315 milliards de francs CFA. La Cour des comptes nous apprend dans son rapport de septembre 2024 que l'État togolais n'a touché qu'une dividende de 1 milliard sur les revenus du port. Un seul milliard. Alors, je vous passe tous ces éléments pour vous expliquer comment est-ce que le régime togolais, Faure Gnassingbé, il brade le port autonome de Lomé à des groupes et le Togo ne tire aucun bénéfice, rien de ce bradage-là. Alors, quand on écoute ce monsieur, si la technique peut passer le monsieur dont je veux parler. Si on écoute ce monsieur. Je reviens de Lomé. Développement que j'ai eu à faire. Un instant, la technique. Quand vous vous mettez dans un immeuble, vous regardez l'océan Atlantique. Il y a au moins 300 bateaux. Technique pause. 300 bateaux. Pause technique. Si, après tout le développement que j'ai eu à faire, depuis l'historique du port, le bradage des actifs du port, ceux qui tirent profit de la privatisation du port, puisque après cette privatisation de tous les secteurs vitaux, le régime a continué par privatiser d'autres aspects du port. Même la capitainerie a été privatisée. Même la capitainerie du port a été privatisée. Les gens que vous voyez qui sont à la plage, là, à côté de Salakawa, les groupes Boluda, qui sont soit espagnols ou c'est pas italien, je pense qu'ils sont espagnols. C'est des gens qui sont arrivés, on ne sait pas qui ils sont, mais ils ont pris l'argent du port. Le port a acheté des remorqueurs. On a pris l'argent du port autonome de Lomé pour acheter des remorqueurs et on a donné ces remorqueurs aux étrangers de gérer et de prendre de l'argent au détriment du port. La capitainerie a été même privatisée. Donc, ils ont saucissonné tous les secteurs vitaux du port qu'ils ont cédés à des prédateurs étrangers. Donc, quand ce monsieur, il vient chez nous, après tout ce qu'il est venu faire, il déclare ceci, je vais lui répondre. Écoutez ce qu'il dit. Je reviens de Lomé. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé. Pause. Vous vous rendez compte? Pause. C'est bon. On va décortiquer petit à petit. Alors, il nous dit, comme il était logé au 2 février, donc du 2 février, il regardait la plage. Donc, il nous dit, je ne sais pas s'il était logé au 2 février ou il était là-bas, mais il était tout de même au 2 février. Donc, il dit, en étant dans un immeuble à côté de la plage, on voit 300 bateaux. 300 bateaux. 300 bateaux. Il dit, waouh, 300 bateaux. C'est vrai que quand tu es à la plage, tu regardes les bateaux, les navires qui sont en mer, en haute mer. Alors, ce que je voulais répondre à ce monsieur, c'est que même si
les activités au port autonome de Lomé ont augmenté en volume. Tous ces bateaux qu'il a vus, et ils ne sont pas 300 bateaux, je vais lui donner la preuve tout à l'heure que ce n'était pas 300 bateaux. Il ne faut pas exagérer dans les chiffres parce que quand on est intellectuel, il faut être cohérent, il faut être rigoureux, il faut être vraiment rigoureux. Et donc, les bateaux qu'il a vus là, il y a certains qui sont juste de passage pour décharger rapidement, aller décharger au Bénin, au Nigeria. Il y a ceux qui attendent pour aller déverser au Nigeria. Il y a ceux qui sont en transbordement. Donc, le transbordement, c'est un grand navire qui arrive, on prend les conteneurs, on les met sur d'autres petits bateaux qui repartent dans d'autres petits pays. Et donc, ce n'est pas forcément les activités liées au Sahel qui entraînent ça. Et il n'y avait pas 300 bateaux qu'il a vus sur la plage. Il n'y avait pas 300 bateaux. Il y avait des bateaux, mais les bateaux n'étaient pas 300. Et il y avait des bateaux qui attendent pour aller au Nigeria parce que les eaux togolaises sont plus sécurisées que les eaux du Nigeria, comme les eaux du Bénin. Parce que là-bas, il y a plus de pirates. Donc, certains bateaux viennent, ils attendent. Quand on leur fait appel, ils vont décharger puis repartent. Il y a des bateaux qui déversent aussi au Togo, au Bénin, au Nigeria. Mais il n'y avait pas 300 bateaux. Et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas 300 bateaux. Un document officiel du port, donc qu'on appelle la conférence de placement, en date d'hier, jusqu'au 22 ou c'est pas quoi, 22 ou c'est pas quoi mars, décembre, 22 ou 25 décembre, nous donne la liste de tous les bateaux que le port de Lomé attend de hier. Et je vais vous projeter ce document. Et ce document nous donne une liste d'à peine 60 bateaux, pas 300 bateaux techniques. Voilà la conférence de placement. Donc, c'est un document du port autonome de Lomé, si la technique peut bien zoomer, qui nous donne la liste des bateaux qui sont en attente. Donc, vous voyez bien les postes, les navires, la consignation, la nature de la cargaison, le bornage et tout ce que vous voyez. Et donc, le document que je vous montre détermine les bateaux à partir d'hier. Hier, c'était le 15, aujourd'hui, c'est le 26. Donc, quand vous listez tous les bateaux que le port de Lomé attend jusqu'au 26 ou 27 décembre, on est à une soixantaine de bateaux. Donc, les bateaux qui sont déjà à quai, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il y a actuellement, depuis hier, 13 bateaux qui sont à quai. 13 bateaux qui sont à quai depuis hier, donc le 15 décembre. Les bateaux qui sont en rade. Donc, il y a les bateaux qui sont en rade. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pratiquement 20 bateaux qui sont en rade. Et les bateaux attendus. Pour les bateaux attendus, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, quand vous faites la somme, on est à peu près à 60 navires qui sont à quai, en rade et en attente au port autonome de Lomé du 15, donc de hier jusqu'à vers le 25 ou le 27 décembre. Et parmi ces bateaux, il y a le fameux bateau russe là qu'on a exposé la dernière fois dans le live qui s'appelle Matros Shevchenko, qui est le troisième au niveau des bateaux en rade, et ils ont mis dedans qu'ils transportent du blé, du charbon et du clinker. Donc, nature de la marchandise, blé, charbon et clinker. Donc, le Matros Shevchenko. Donc, voilà le nombre de bateaux qui sont attendus au port autonome de Lomé. Ça, c'est un document officiel du port autonome de Lomé. Et donc, il n'y a pas 300 bateaux qui mouillent le port de Lomé. Il y a peut-être une centaine de bateaux, mais tous ne sont pas destinés au port autonome de Lomé. Il y a ceux qui vont au Nigeria, qui sont en attente, ceux qui vont peut-être au Bénin, qui sont en attente. Donc, voilà ce que j'ai à dire d'abord sur le nombre des bateaux avec des documents officiels. Vous voyez, avec un document officiel. Ça, c'est un. Maintenant, il continue, technique, la suite de ce qu'il dit. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé, ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer, si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris. Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment, bien enchaînés, lourdement enchaînés, dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort... Merci. Merci à la technique. Vous voyez la propagande et la manipulation. Et c'est ça qu'on va maintenant déconstruire. Nous allons au fur et à mesure déconstruire ces gens-là qui essayent de nous faire croire que les pays dont ils sont les porte-parole et le Togo sont dans une relation de survie à cause du port autonome de Lomé. Et c'est ce qu'ils ont toujours servi aux gens. D'abord, il est parti de son constat des 300 bateaux, ce qui est faux, en disant que l'augmentation du volume, c'est pour les pays, les 3 pays là, que l'économie de ces 3 pays est vraiment tellement florissante que leurs bateaux ont immergé la côte togolaise, ce qui est totalement faux. Ensuite, ils ont voulu faire croire, ou bien ils ont toujours fait croire que si ces 3 pays sont avec fort, c'est pour leur survie, parce que les autres pays leur ont bloqué tout accès à leur port, ce qui est totalement faux. Et on va le prouver tout à l'heure. On va le prouver avec les faits. Vous savez que le Mali
Vous savez, quand vous prenez le Burkina, d'abord le Burkina. Le Burkina fait frontière avec le Togo, avec le Bénin, avec le Ghana et avec la Côte d'Ivoire. De ces 4 frontières que le Burkina a, la frontière la plus proche, la distance la plus proche entre le Burkina et ses voisins, c'est le Togo. 600 km, 650 km. Les autres, c'est plus long. Et donc, le Burkina prend une grande partie de ses marchandises au Togo, peut-être 75 ou 80%. Mais le Burkina continue de prendre les marchandises au port de Tema. Il continue de prendre aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais ça, il ne le dit pas, parce qu'il est dans la propagande. Mais il fait croire que les autres sont avec fort, parce que c'est ce forceur qui leur ouvre le port. Mais on va voir avec les éléments d'appui, si le Burkina ne prend pas ses marchandises aussi en Côte d'Ivoire et au Ghana, parce que là-bas, les routes sont encore meilleures que les routes togolaises. Bon, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a 2 ports, le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Aujourd'hui, le Mali exploite le lithium avec l'entreprise chinoise. Tout le minerai lithium du Mali est exporté en Chine via le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Les preuves sont là, vous pouvez les chercher pendant que je parle. Tous les minerais du Mali, notamment le lithium qui est en exploitation aujourd'hui, passent par le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Mais ce gars vous fait croire que c'est parce que si ses amis sont avec le Togo, c'est parce que c'est le Togo seul qui leur donne du souffle sur la mer. C'est ça la manipulation. Et pourtant, les autres, ils continuent d'exploiter. Ils vont dans les autres ports. Tous ces pays-là, ils ont des ports partout. Ça, c'est un. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, le lithium du Mali passe par la Côte d'Ivoire, donc par le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Et le Mali continue de recevoir des marchandises du port d'Abidjan, du port de la Guinée et du port de Dakar. On va montrer le port de Dakar, s'il te plaît. Capture d'écran. Voilà le port de Dakar. Une grande partie des marchandises du Mali passe par le port de Dakar. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu des problèmes de sécurité sur la voie qui dessert le Sénégal et le Mali. Et les conteneurs ont été bloqués au port de Dakar. 2400 conteneurs étaient bloqués au port de Dakar. Le Mali a dépêché son ministre, un de ses ministres, je pense, des transports ou du commerce à Dakar. Il y a eu une réunion qui a été faite à Dakar. Et le gouvernement sénégalais a déclaré effacer toutes les surestaries qui ont été ajoutées aux conteneurs qui étaient bloqués le temps où ils sont restés à Dakar. Donc, pour soutenir le gouvernement malien, le port du Sénégal a décidé de supprimer les surestaries qui ont été rajoutés aux conteneurs qui n'ont pas été enlevés à temps pour soulager les peines du gouvernement malien. Et donc, le Mali prend une grande partie de ses marchandises au Sénégal et envoie ses mines par la Côte d'Ivoire et fait aussi des transactions avec la Guinée, de la Guinée-Conakry. Maintenant, on revient sur le Burkina. Le Burkina utilise... Voilà. On va jouer les captures d'écran. Ah ouais, il dit que hub aéroportuaire, alors qu'il parle du port. Donc, vous voyez par exemple le Burkina. Le Burkina utilise le port de Lomé et le port de Tema, en grande partie. Le Burkina utilise le port de Lomé et le port de Tema. Et encore que les opérateurs économiques burkinabés aujourd'hui, ils préfèrent le port, ils préfèrent en partie, pour certains, le port de Tema, parce que là-bas, les routes sont bonnes. Au Togo, les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas bonnes. Et donc, voilà un autre cas de mensonge. Maintenant, le Niger. Le pays qui a des difficultés majeures, c'est le Niger. C'est le Niger qui a les difficultés majeures parce que le Niger dépendait beaucoup du Bénin. Le Niger dépendait énormément du Bénin. À partir du moment où les relations entre le Niger et le Bénin se sont dégradées, les Nigériens se sont rabattus en partie sur le Togo. Et donc, les marchandises du Niger, ça part du Togo, ça rentre même par le Bénin et ça continue vers le Niger par d'autres voies. Même le Burkina, la plupart des opérateurs économiques du Burkina ne prennent pas la nationale numéro 1. Certains rentrent par le Bénin et ils sortent par Ketao et ils reprennent par Kara pour remonter parce qu'ils contournent la faille d'Alédio. Vous voyez, beaucoup d'opérateurs économiques font passer leurs marchandises par le Bénin, ils rentrent dans le Togo par Ketao. C'est pour ça que la douane, l'OTL a conçu une plateforme à Ketao, et de Ketao, ils reprennent par Kara et ils remontent. Donc, en fait, nos frères qui sont dans les 3 pays-là ne se sont jamais retrouvés étouffés par les pays voisins qui ne leur ont pas offert les ports. Ils ont toujours les ports à leur disposition. C'est vrai qu'après le coup d'État du Niger, il y a eu une tension où certains pays ont voulu suivre la recommandation de la CEDEAO, mais la tension est vite retombée et les ports sont ouverts à eux. Ils ont tous les ports. Ils ont les ports d'Abidjan, le port de Dakar, le port de la Mauritanie, le port de la Guinée, le port du Togo et accessoirement le port du Bénin. Mais ce que ces gens-là oublient de dire par rapport à leurs amis des 3 pays, ils sont avec Fort parce que c'est Fort qui couvre leur contrebande. C'est ça la réalité. La contrebande de l'or, la contrebande comme celui de l'uranium qui doit passer par Lomé, parce que le Togo est un État voyou. C'est le Togo qui couvre, les activités mafieuses de ces pays-là et ils tirent aussi ses bénéfices dedans. On a fait un grand dossier, si vous avez vu l'or qui passe par le Togo pour aller à Dubaï, ça passe par le Togo, c'est l'or du Burkina, c'est l'or du Mali. Je vous ai dit que de l'aéroport de Lomé part beaucoup d'argent vers les pays du Sahel. Et je vous ai dit, je vais donner même des preuves ici, qu'il y a beaucoup d'argent en liquide qui quitte l'aéroport de Lomé pour aller dans les pays du Sahel. Et il y a des avions, des petits avions qui quittent tout le temps Agadez, dans la zone, je ne sais pas quoi, pour venir atterrir à Lomé. Donc en réalité, ils sont avec Fort, non pas seulement pour une question de port et de leur survie, puisque c'est ça la propagande. Pour dire oui, ils ont été bloqués de partout, s'ils sont avec Fort, c'est parce que c'est le Togo seul qui leur donne le port autonome de Lomé, alors qu'ils sont dans tous les ports de la région. Et selon la distance, le quota de marchandises en dépend. Parce que le Burkina est plus proche du Togo, le Burkina prend plus au Togo qu'au Ghana. C'est une question de distance. Le Mali prend plus au Sénégal qu'au Togo. Le Niger, c'est le seul qui a des problèmes. Parce que lui, il est encastré, c'est le seul qui a des problèmes. Quand le Bénin a fermé, c'est difficile. Parce que le Lomé est loin par rapport au Niger. Si tu veux quitter les Nigériens veulent prendre les choses au Togo pour aller au Niger, c'est long pour eux. Donc, c'est ça la réalité. Le port d'Abidjan leur est ouvert. Le port de Tema leur est ouvert. Le port de la Guinée-Conakry leur est ouvert. Donc, aucun port ne leur a jamais été fermé dans la région. Donc, ceux qui
relaient même ces arguments de propagande. Arrêtez de relayer ces arguments de propagande. En fait, ces gens utilisent ces arguments pour justifier l'alliance incestueuse entre Faure et les 3 pays. En réalité, ce que Faure et les 3 pays font, c'est la contrebande. Et le Togo est le seul couloir de contrebande pour ces 3 pays-là. Parce que c'est un pays où il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de liberté. Personne ne demande rien à Faure. Si ça passe par le Ghana, les Ghanéens, le Parlement ghanéen va demander des comptes. Au Bénin, peut-être un peu. En Côte d'Ivoire aussi, ça va être difficile. Mais le Togo, c'est le seul pays obscur qui accepte que tout passe sur son territoire. Eux, ils prennent leur commission. Et puis, ils vous laissent passer ce que vous voulez. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là, ils sont avec Faure Gnassingbé. Ce n'est pas une question de survie du port autonome de Lomé, comme ils venaient de le décrire en disant oui, les 300 bateaux que lui a vus au port autonome de Lomé, alors qu'il n'y avait pas 300, c'est les marchandises du Sahel. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je viens de vous démontrer que les 300 bateaux que vous avez vus, si vous avez vraiment compté 300, ce n'était pas pour le port autonome de Lomé. Les bateaux qui sont attendus jusqu'à fin décembre, ce sont ces bateaux. C'est une soixantaine. C'est une soixantaine de bateaux. Ça, c'est le manifeste même du port autonome de Lomé, où on voit les navires qui arrivent jusqu'à la fin pratiquement du mois. C'est 60 bateaux. 60 bateaux. Nous, on est des journalistes et on parle avec des éléments factuels. On ne fait pas du bavardage. Quand on vient démonter un argument, on montre les éléments factuels. C'est ça. Donc, il faut qu'on sorte de tout ça pour revenir sur terre. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Et la question que je voulais poser à ce monsieur est de savoir, lui qui magnifique tant le port autonome de Lomé, lui qui magnifique tant Faure Gnassingbé et ses amis, est-ce qu'il s'est posé la question de savoir si les recettes du port autonome de Lomé profitent aux Togolais? Je viens de vous lire les extraits du rapport de la CNUSED. En 2023, le Togo, selon l'expertise de la CNUSED, a fait un volume de 30 millions de tonnes, l'équivalent de 1312 milliards de francs CFA. 1312 ou 1315 milliards de francs CFA. De francs CFA. Comment 1315 milliards de francs CFA. On n'a pas vu un seul milliard dans les caisses de l'État. Il n'y a pas dans la loi de finances un seul milliard que le port ait reversé. En 2023, selon les rapports de la CNUSED, presque 1315 milliards que le port a généré. Et donc, ce port, si vous êtes des panafricains, le port autonome de Lomé qui est dans la main des étrangers, vous ne pouvez pas venir féliciter Faure Gnassingbé d'avoir remis le port autonome de Lomé dans les mains des étrangers et que ce port ne profite pas aux Togolais. Si vous êtes vraiment panafricain, vous ne pouvez pas, parce que le port est dans les mains des étrangers, les prédateurs étrangers, ceux-là même que vous combattez, ceux que vous appelez les impérialistes, ceux que vous appelez les prédateurs, ceux qui pillent l'Afrique, c'est à eux qu'il faudra céder le port autonome de Lomé. Donc, vous avez les Chinois, vous avez les Italo-Suisses, vous avez les Espagnols, vous avez les Français, vous avez je ne sais qui encore. Ce sont tous ces gens-là qui tirent le plus grand bénéfice du port autonome de Lomé. Les Togolais sont condamnés à faire des travaux forcés au port autonome de Lomé. On a 3000 dockers. 3000 dockers au port autonome de Lomé. 3000. Ils font tous un travail pénible. Ils sont payés au lance-pierre. Nous avons 3000 dockers au port autonome de Lomé. 3000, je vous dis 3000 dockers. C'est toute une ville. Ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils ne sont pas déclarés à la caisse. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de salaire. Ils sont payés au lance-pierre. C'est-à-dire, ils viennent décharger toute la nuit. Le lendemain, ils ont 4000 francs. 4000 francs. Ils n'ont même pas d'accompagnement quand ils sont écrasés par les conteneurs. Et donc, si vous étiez un bon panafricaniste, vous aurez cherché d'abord à comprendre à qui profitent les bénéfices du port autonome de Lomé avant de magnifier Faure Gnassingbé. Tous les bénéfices du port autonome de Lomé ne profitent pas aux Togolais. Et aujourd'hui, quand vous allez dans la zone portuaire au Togo, c'est une zone portuaire délabrée. Les rues ne sont pas goudronnées. Tout est sale. Tous les immeubles sont sales. Partout, c'est les saletés. Vous allez au port autonome de Lomé, c'est le quartier le plus sale du Togo, de Lomé. Le port autonome de Lomé aujourd'hui, c'est le quartier le plus sale de Lomé. Vous arrivez dans la zone portuaire, vous croisez les bras, vous dites, mais c'est ici qu'on prend les milliards. Il n'y a pas de rue pavée, rue goudronnée. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'immeuble flamboyant. Il n'y a pratiquement rien. Donc, ce qui devait vous préoccuper, ce n'est pas le nombre de 300 bateaux que vous avez vus sur la mer, mais est-ce que les activités portuaires que vous-même vous qualifiez de hub aéroportuaire, est-ce que ça profite au Togo, aux Togolais? Est-ce que ce sont les cadres togolais qui travaillent? Est-ce que ce sont les diplômés togolais qui travaillent? Est-ce que ce sont les jeunes togolais qui ont de l'emploi? Est-ce que le port autonome de Lomé a déjà fait d'un Togolais un milliardaire? Vous qui m'écoutez sur TikTok et sur les autres médias, est-ce que vous trouvez normal que nous ayons le plus grand port autonome de la sous-région? Le port en eau profonde, et qu'il n'y a pas un seul Togolais, citoyen togolais qui soit milliardaire de par ses activités au port. Est-ce que vous connaissez un Togolais qui est milliardaire de par ses activités au port autonome de Lomé? Normalement, vu le statut stratégique du port autonome de Lomé, y compris le nombre de volumes de marchandises que le port autonome de Lomé traite, c'est des Togolais qui devaient être les milliardaires. Les Togolais de toutes les catégories, de Tapaon jusqu'à Lomé, c'est eux qui doivent être milliardaires. Qui est dans le transit, qui est dans la consignation, qui est dans ceci, qui est dans ceci, qui est dans la manutention. Ce sont ces Togolais qui doivent être milliardaires. Mais il n'y a pas un seul Togolais, à part les voleurs de la République. Il n'y a pas un seul opérateur économique togolais qui soit millionnaire de par ses activités au port autonome de Lomé. Vous trouvez que c'est normal? Donc, vous ne venez pas au Togo féliciter Faure Gnassingbé. D'abord, pour le port que Sylvano Solipio a construit, c'est ça le paradoxe idéologique. C'est Sylvano Solipio qui s'est battu pour construire ce port-là. Ils l'ont assassiné. Après, ils ont remis ce port aux prédateurs. Les gens qui ne voulaient même pas que Sylvano se prenne de l'argent pour construire le port. Et aujourd'hui, le port est dans les mains des prédateurs. Et vous venez au Togo, vous faites l'éloge de Faure Gnassingbé, vous parlez de panafricanisme, vous ne citez même pas Sylvano Solipio, qui a dit non au CFA, qui est le premier à créer une monnaie, a dit non à la Banque de France. Vous ne saluez même pas la mémoire de Sylvano Solipio, qui a construit un port, qui sert aujourd'hui
de soulagement aux pays qui sont le pays de vos amis. Être intellectuel, c'est aussi être honnête. Être intellectuel, c'est être honnête. L'intellectuel, c'est la rigueur du raisonnement, c'est la clarté du raisonnement, c'est la démarche assez rigoureuse de l'intellectuel. Il peut se tromper, il peut faire peut-être des erreurs, mais l'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui dit une chose et son contraire demain. C'est le politicien qui peut dire une chose et son contraire, parce que le politicien, c'est un opportuniste. L'intellectuel, non. Donc, à travers le live de ce soir, je tiens à décortiquer tous les mensonges que vous alignez sur le Togo, sur le port autonome de Lomé. Tout l'argent du port, c'est Faure Gnassingbé et ses amis qui se le partagent. Les ouvriers togolais qui sont là-bas sont des bagnards. C'est des gens qui sont exploités comme les ouvriers du XVIIe siècle, comme les ouvriers que Germinal a décrit dans son livre. C'est des gens qui travaillent comme si on était encore au XVIe, XVIIe siècle. C'est des ouvriers qui sont à la merci de leur patron, qui les exploitent comme ils veulent. Les gens meurent au port autonome là-bas, on ne donne même pas l'argent pour les enterrer. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont rien. C'est des forçats, voilà l'expression. Les gens qui travaillent au port autonome de Lomé, au Togo aujourd'hui, c'est des forçats. Et c'est des gens qui sont de toutes les ethnies togolaises. Vous voyez, il y a plein de jeunes qui sont au nord du Togo, d'Aparo, Kara, tout ça, où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'industrie. Quand ils ont un peu de diplôme, ils descendent à Lomé. Quand ils arrivent à Lomé, au lieu que leur grand frère leur trouve de bon boulot, on dit, ah, va au port. Et ils deviennent dockers au port. Et c'est des forçats. C'est des forçats. Donc, voilà ce qui arrive dans notre pays. Donc, ne venez pas nous raconter des histoires. Mais dans les autres pays, les gens sont en train de moderniser leur port. Je ne veux pas citer des pays aujourd'hui pour qu'on dise que j'ai fait toujours de la comparaison. Vous allez au port de Téma, c'est tous les jours en modernisation. Vous allez au port de Cotonou, pareil. Tous les endroits, tous les hommes sont en train de goudronner, moderniser, des bâtiments poussent partout. On améliore les conditions des travailleurs, les dockers, tous ces gens-là, on améliore leurs conditions. On construit des cantines, des dispensaires, des hôpitaux pour que les gens se soignent. La zone portuaire, c'est une ville entière dans les autres pays. Au Togo, c'est une poubelle à ciel ouvert. Dans les mains des étrangers, de toutes catégories, pas seulement des Européens, mais des Asiatiques, tout le monde. Donc, vous qui êtes panafricains, la première chose que vous devez dire à Faure Gnassingbé, c'est de nationaliser le port. Vous êtes arrivé au Togo, vous avez vu tous ces bateaux-là, vous étiez content. La première question que vous devez vous poser, est-ce que tout ça c'est pour le Togo? Est-ce que ça rentre dans les poches des Togolais? Sinon, vous allez dire à Faure Gnassingbé, monsieur le président, moi je suis un nationaliste, je suis un panafricain, il faut nationaliser le port. Il faut récupérer toutes les actions du port qui appartiennent aux étrangers et les donner aux Togolais. C'est ce que vous devez dire. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu... non, vous savez, le débat intellectuel, ce n'est pas les injures. Nous devons faire un débat et respecter les protagonistes, ce n'est pas les injures. Quand vous versez dans les injures, c'est que vous n'avez pas d'argument. À partir du moment où vous ne développez pas votre argument, vous ne commencez pas à insulter les gens, c'est que vous n'avez pas d'argument. Celui qui insulte, c'est celui qui n'a pas d'argument. Et donc, le débat, c'est d'apporter les preuves pour dire à l'autre que ce que vous avez dit ici n'est pas exact. Je n'ai pas besoin d'être ordurier, d'être discourtois. Je considère que c'est quelqu'un qui a été peut-être induit en erreur, qui dit les choses, mais sans connaître les réalités. Donc, moi, je viens lui rappeler les réalités. Je viens lui rappeler les réalités pour dire, voilà la réalité des faits. Voilà la réalité des faits. Je n'ai pas besoin de lui manquer de respect. Non, lui, il fait son truc. Moi, je viens lui apporter les chiffres. Voilà. Maintenant, s'il a les chiffres contraires de ce que moi, je viens de brandir, qu'il fasse une sortie qui me dit, mon frère, ici, ce n'est pas exact, ici, ce n'est pas exact. Et dans la courtoisie, on va débattre. Celui qui commence par l'insulter, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument. Voilà. C'est ce que je voulais vraiment partager. Pour que nous laissions tomber cette manipulation. Parce que je vois des Togolais rentrer dans ce jeu. Et je vous dis, la seule raison pour laquelle ces gens sont avec Faure, c'est pour la contrebande. Le Togo leur sert juste de contrebande. Tous ceux qui ne peuvent pas faire passer par les pays qui sont normaux, ils font passer par le Togo. Et les Togolais prennent leur part. C'est tout. On a fait là, ici, on vous a montré l'or qui passe par le Togo pour Dubaï. Beaucoup d'or. C'est ça la réalité. Et le Togo, de par son histoire, de par son régime, a été toujours comme ça. Que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, en Angola, le Togo a été toujours mêlé à des affaires de ce genre, mafieuses, où la famille Gnassingbé tire son bénéfice et dans son territoire pour faire des affaires pas propres. Et le PTA, la drogue, tout ça, c'est le Togo. Les bateaux fantômes, bateaux poubelles, bateaux pavillons togolais dans le monde entier, qui transportent la drogue, les migrants, les armes, c'est le Togo qui leur fournit ça. Parfois, ils vendent même un pavillon à $1 million. Ils vendent un seul pavillon à $1 million. Ils se partagent l'argent. Le pétrole de contrebande qui va dans les autres pays, c'est pas le Togo. C'est le Togo. C'est pas le Togo que le pétrole de contrebande va dans les autres pays. Parce que, officiellement, le Togo n'est pas connu comme un pays qui produit du pétrole, mais le Togo vend du pétrole aux autres pays. C'est le pétrole de contrebande. Il y a un hub en haute mer là-bas, une zone qui a été aménagée où les grands tankers viennent et ils revêtent du pétrole dans les petits navires qui vont les dispatcher dans les autres pays. Et il y a aussi du pétrole de contrebande qui quitte le Nigeria, qui vient là-bas, ils font la transaction. À partir du moment où ce pétrole quitte les eaux territoriales togolais, on dit que c'est le pétrole togolais parce que c'est comme ça que ça se passe dans les conventions. Et c'est le Togo qui donne son couleur à tout ça. Vous comprenez pourquoi les Gnassingbé ont tellement d'argent de pas finir pour acheter les gens. Pour acheter les gens partout. Parce qu'une dictature a toujours besoin d'argent pour acheter les gens. Donc, ils mènent des activités illicites. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager en toute sincérité dans ce live-là avec vous. Et donc, on est parti de l'histoire de Sylvanus Olympio, qui s'est sacrifié pour ce port autonome de Lomé, qui est devenu aujourd'hui un joyau, au cœur de la convoitise entre puissances. Ensuite, les Gnassingbé l'ont bradé aux Français pour les élections présidentielles, une fois, deux fois, trois fois. Après, ils l'ont donné à MSC. Ils ont construit une partie de la plateforme pour donner aux Chinois, qui sont aujourd'hui majoritaires dans l'actionnariat. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de vendre les bijoux de famille aux prédateurs pour garder le pouvoir. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les appeler des panafricanistes.
vous ne pouvez pas dire même qu'ils sont des patriotes. Ils ne sont même pas des panafricanistes. Parce que si les activités du port autonome de Lomé profitaient majoritairement aux Togolais, on aurait dit oui, d'accord. Même la vente des véhicules d'occasion, les Togolais ne sont pas dedans. Rares sont les Togolais qui sont dans la vente des véhicules d'occasion aujourd'hui au Togo. Vous voyez. Donc, voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager ce soir avec vous. Et voilà. Et donc, nous devons rester vraiment lucides quand ces genres de personnes qui sont des nouvelles recrues, ils sont dans leur offensive. Vous savez, quand dans une équipe, on reçoit un nouveau joueur, surtout si c'est un attaquant, il veut jouer tout de suite à tous les coups pour prouver au nouveau recruteur qu'il est très fort. Donc, ça sort toutes les informations de partout. Donc, c'est un mercato. Donc, le gars, il est arrivé dans un nouveau club. Donc, il sort vraiment les vidéos. Ça fait viens, il raconte des histoires. Mais c'est de la manipulation. Vous voyez, quand on recrutait un nouveau joueur, c'est comme quand Mbappé était allé au Real de Madrid, il courait, lui seul, il dépassait le terrain. Voilà. Donc, pour montrer que vraiment, il vaut le prix qu'on a payé, quoi. Vous voyez? Mais nous, en toute sérénité, très calme, c'est notre pays, quand des gens viennent raconter des histoires, vous avez des journalistes qui sont très outillés, qui sont très bien connus pour venir les décortiquer, pour remettre la balle au centre. Et c'est ce qu'on va faire. Dès que quelqu'un vient mentir sur le Togo pour supporter fort, on vient donner les vrais chiffres, les vraies données, pour mettre fin à ce débat de manipulation. Et c'est ce qu'on va faire désormais. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et j'ai été peut-être un peu long. Je ne sais pas, il est quelle heure, il est 22h. Donc, merci pour ceux qui se sont mobilisés pour ce live-là. Donc, les documents, les contrats avec le groupe Bolloré, je les ai depuis. Vous voyez, quand je vous dis que moi j'ai des documents, je fais mes enquêtes depuis, je stocke mes documents, les gens pensent que bon, je suis pas plaisantin, hein, moi je travaille. Chaque jour que je fais, moi je travaille. J'ai des trucs. Donc, j'ai des trucs qui sont là, qui sont au frigo. Et quand quelqu'un vient pour raconter des histoires, je les sors et je le mets devant les faits accomplis. Donc voilà, et il n'y a pas un journaliste au Togo qui a plus travaillé sur le groupe Bolloré que moi. J'ai énormément travaillé sur le groupe Bolloré, sur les concessions portuaires, tout ce qui s'est passé. J'ai fait ce travail-là depuis longtemps et j'ai fait des débats même sur ça, dans l'autre journal, plusieurs débats, j'ai fait des émissions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les gens racontent des histoires, parlent de France-Afrique, tout ça, ils racontent leur conneries. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est. Celui qui a théorisé la France-Afrique, c'est François-Xavier Verschaff, qui est un économiste français, ancien président de Survie. Et son livre est là. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la France-Afrique, ça a pris plusieurs dimensions. Ce n'est plus seulement une affaire de la France et de l'Afrique. Il y a d'autres puissances qui sont dedans, qui sont dans le même système. C'est comme la dernière fois, il y a cela 3 jours, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon boss, il faisait son petit malin. Il dit oui, voilà, la France, tout ça, je ne parle pas beaucoup. J'ai dit, mais il n'y a pas un journaliste au Togo qui a plus parlé de la France que moi, hein, c'est moi. Maintenant, toi, tu vis en Suisse. Pourquoi toi, tu ne dénonces pas la Suisse? Il dit non, que la Suisse n'a jamais rien volé en Afrique. Je dis, voilà votre ignorance. Toutes les puissances volent l'Afrique. La Suisse, c'est le plus grand receleur de la fortune volée en Afrique. Et c'est ce que je lui ai dit. Que la Suisse, c'est le plus grand receleur de la fortune volée en Afrique. Tous les dictateurs ont des comptes en Suisse. Et même des petits opérateurs économiques, ils ont des comptes en Suisse. Et c'est ça qui fait la richesse de la Suisse. Et je lui ai dit à ce gars que le jour où je te verrai avec une pancarte devant une banque suisse pour leur demander de restituer l'argent d'Abacha, l'argent de Mobutu, l'argent de Bokassa, je comprendrai que tu luttes vraiment. Vous êtes là, vous racontez tout et n'importe quoi. Et Yadema a déposé plus de 3 000 milliards dans une banque à Lausanne. Et Yadema avait mis dans une banque à Lausanne en Suisse plus de 3 000 milliards. Et c'est cet argent qui a créé des problèmes entre Faure et Kwacha. J'ai fait un article il y a 15 ans là-dessus. J'ai fait un article il y a 15 ans là-dessus. Quand Kwacha a été arrêté et que je l'ai vu plus tard en prison, je lui ai posé la question, il m'a regardé, il a souri. Et j'ai compris. Il dit, où est-ce que j'ai eu l'information? Je n'ai rien dit. Dans une banque à Lausanne. Et c'est le contrôle de cet argent qui a été le début des vrais problèmes entre Kwacha et Faure. 3 000 milliards. C'est moi qui ai écrit un article là-dessus. Vous pouvez retrouver cet article sur Internet. La famille Gnassingbé a investi beaucoup en Bavière, en Allemagne. Vous savez pourquoi? Vous vous êtes une fois posé la question pourquoi la droite Allemagne, les conservateurs, ils sont toujours avec les Gnassingbé, ils les supportent. Il y a des gens énormément investi en Bavière. Les BMW, les quoi, tout ça, ils avaient investi beaucoup d'argent là-bas. La famille Gnassingbé a mis beaucoup d'argent au Vatican. A mis beaucoup d'argent au Vatican. Beaucoup d'argent au Vatican. Et ils ont beaucoup d'argent à Singapour. Maintenant, c'est Dubaï. Tout ça, c'est un système de prédation des richesses en Afrique. Donc, quand on est ignorant, on ne s'invite pas dans un débat que tu ne connais pas. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Donc, il y a très longtemps que nous sommes dans la bataille. Et avec des données, des chiffres. Et comme on le dit souvent, Gbagbo, l'homme, quand il marche, il laisse des traces. Nous ne sommes pas dans le bavardage. On est dans la dénonciation. Un journaliste, c'est celui qui fait des dossiers avec des preuves. Il est différent d'un activiste qui bavarde, qui raconte tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, à ce compatriote qui vit en Suisse, je lui ai dit, le jour où je te verrai avec une pancarte devant une banque suisse, j'ai même fait un dossier avec un de mes anciens collaborateurs qui est à l'international aujourd'hui, Maxime, sur Kanekatoa qui a mis l'argent dans une banque suisse. On a fait une enquête comme ça. HSBC, je crois. HSBC. On a fait un grand dossier comme ça, une enquête régionale. Le jour où je te verrai, c'est celui qui est rentré dans mon IBAS et qui est de... le jour où je te verrai devant une banque suisse avec une pancarte pour demander à la Suisse de reverser l'argent
qu'ils pillent en Afrique à travers les dictateurs, je saurais que tu es vraiment engagé. Raconter n'importe quoi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que leur pays d'adoption va les mettre dehors. Ils le savent. Ils savent que certains pays ne blaguent pas. Les États-Unis sont les pays qui font le plus du mal dans le monde. Vous connaissez combien d'activistes qui sont aux États-Unis et qui dénoncent les Américains? Ils vont leur retirer la nationalité, ils vont les expulser. C'est pour ça que les États-Unis tuent partout. Mais tous ceux qui braillent là, ils disent rien des États-Unis. Actuellement, les États-Unis sont en train de piller les richesses au Congo démocratique. Combien d'activistes africains qui sont aux États-Unis dénoncent ouvertement les Américains? Ils ne vont pas le faire. Parce que on va dire fire et puis c'est fini. C'est ça la réalité. Donc arrêtez vos histoires à 2 balles. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Moi, je parle avec des données, des chiffres. Il y a eu des enquêtes que j'ai faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. L'histoire des 3 000 milliards des Yademas, il y a 15 ans, j'ai fait cette enquête-là. Il y a 15 ans que j'ai fait cette enquête-là. Je peux retrouver cet article et le partager avec vous. Je ne sais pas si l'argent a été déplacé après. Je sais que l'argent du Vatican a été déplacé. Je ne sais pas comment ça a été fait. L'argent du Vatican a été déplacé. Je pense qu'ils ont trouvé un accord avec la Banque du Vatican. Ils ont déplacé l'argent. Les fonds qui sont en Suisse, pas seulement des gouvernants que vous connaissez, même des directeurs au Togo qui ont créé des comptes en Suisse, pillé de l'argent pour déposer là-bas. La Suisse, c'est le plus grand pays receleur de la fortune volée en Afrique. Voilà la réalité. Et tout le monde le sait, sauf les hypocrites. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et merci de vous être mobilisés toute la soirée. Et moi, je dénonce la France tous les jours. Le dossier que je viens de faire tout à l'heure, c'est la France que je dénonce, mon frère. Ce que je viens de faire tout à l'heure, là, peut-être que tu as un esprit tordu, c'est la France que je viens de dénoncer ici. Et je le fais avec les documents. Je ne suis pas sur WhatsApp pour faire du papato, non. Je parle avec des données, des chiffres. Voilà. Moi, je suis parmi les rares journalistes togolais, et je vais le dire en terminant l'émission, les rares journalistes togolais, je suis parmi les rares journalistes togolais qui ont déposé plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO pour corruption. Est-ce que vous avez ça? Je suis parmi les rares journalistes togolais qui ont accepté de mettre mon nom sur une plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO pour corruption au Togo. Vous êtes de quel on dit chez nous, comment on dit ça? Allez, les gars, merci. Merci infiniment. Et puis, je vous dis merci pour vos soutiens. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Il dit, écoute, Ferdinand, tu veux briser les couples? Je dis, à quoi? Il dit, nos femmes sont devenues tellement ton idole que les dimanches, elles ne veulent même plus s'occuper de nous. Tout le monde est devant les écrans, même les enfants. Que tu as aujourd'hui dans toutes les maisons, que même les enfants de 6 ans, 5 ans, 10 ans, ils savent qui est Ferdinand. Et donc, j'ai eu des appels, tout ça, que tu as un phénomène que plus personne ne comprend. Même les gens du pouvoir, ils sont mobilisés. Actuellement, ils sont très mobilisés pour suivre. Donc, de continuer ce que je suis en train de faire. Et que même les enfants de 10 ans, de 15 ans, ils savent qui est Ferdinand. Je suis dans toutes les maisons. Et ça m'a vraiment fait honneur qu'il me dise ça. Il m'a envoyé le dispositif avec lequel eux, ils suivent le live dans leur famille. C'est un écran géant où toute la famille se réunit pour suivre ce que je fais les dimanches. Peut-être actuellement, ils sont connectés. Je vous salue au passage. Comme tous ceux qui sont aussi connectés, qui suivent ça. Et je vous dis merci pour le soutien. Nous, on est là pour faire avancer le Togo, pour lutter. Et voilà. Et notre travail, c'est de dénoncer, c'est d'apporter des éléments et de contribuer à l'éveil des consciences. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Merci. Bonsoir chez vous. À dimanche pour la suite d'autres dossiers. Merci. Oui, salut famille.